cadre du groupe consultatif, les bailleurs de fonds se sont engagés à financer à hauteur de 7 milliards d'euros, soit plus de 4 000 milliards de francs CFA, le plan national de développement de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On connaîtra bientôt la suite du mandat d'arrêt lancé contre Simone Gbagbo. L'information a été donnée aujourd'hui par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Ninema Coulibaly. Il a reçu cet après-midi en audience une délégation de la Cour pénale internationale. Et puis au Ghana, la campagne électorale est terminée. Vendredi prochain, demain, les élections générales, législatives et présidentielles se tiendront dans le pays. Les enjeux du scrutin dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Les bailleurs de fonds se sont engagés à financer à hauteur de 7 milliards d'euros, soit plus de 4 000 milliards de francs CFA, le plan national de développement 2012-2015 de la Côte d'Ivoire. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les fonds souverains et les ONG de développement ont confirmé leur engagement à hauteur de plus de 4 000 milliards de francs CFA, soit plus du double des financements attendus. Écoutons le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Daniel Kablan-Duncan, nous faire le point. Effectivement, nous sommes venus avec le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, pour participer à ce qu'on appelle le groupe consultatif, qui est un forum qui se tient à la Banque mondiale et qui a pour objectif de mobiliser des ressources à la fois publiques et privées pour financer le développement. Nous avons fait ces rencontres les 4 et 5 décembre dernier. Au niveau public, puisque c'était la première réunion la plus importante, nous devions mobiliser 4 milliards de dollars et nous avons mobilisé 8,6 milliards de dollars. Vous voyez que nous avons plus que doublé. Ce sont des promesses? Ce sont donc des engagements fermes qui ont donc été faits par les différents bailleurs de fonds. Je peux vous donner quelques-uns de ces bailleurs de fonds. Par exemple, la Banque mondiale a décidé de financer à hauteur de 2 milliards de dollars, que la Banque africaine de développement a décidé de faire 1 milliard de dollars, et la Banque islamique de développement a décidé de faire 1 milliard de dollars. Rien qu'avec ces trois, nous couvrions déjà les besoins. Mais il y a eu en plus de ça toutes les organisations des Nations Unies, et donc les bailleurs de fonds, disons que bilatéraux, les pays amis de la Côte d'Ivoire. Je peux dire que c'est un succès. Y compris pour le secteur privé? Non, ces montants, c'est hors secteur privé. Mais est-ce qu'au niveau du secteur privé, vous avez eu une satisfaction similaire? Est-ce que vous pensez que le secteur privé est prêt à retourner massivement en Côte d'Ivoire? Je crois que c'est le cas si on juge d'abord par le nombre de ceux qui sont venus, puisque nous avons eu des problèmes de salles pour contenir l'ensemble donc des investisseurs privés qui sont venus nous voir, et aussi pour, disons que les intérêts, disons que concernant les 60 projets que nous avons donc présentés, nous pensons en fait que nous allons aussi là aussi dépasser les montants demandés. Et je dois dire d'ailleurs que les investisseurs privés sont allés au-delà, puisque certains ont proposé des projets qui n'étaient même pas inscrits, disons qu'à l'ordre du jour. Par exemple, certains ont proposé des raffineries à faire en Côte d'Ivoire. Nous avions donc un problème par exemple de marché qu'il fallait voir. Donc je pense que de ce côté-là, quand on fera le bilan au retour au niveau de la Côte d'Ivoire, nous aurons donc une demande très forte. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était l'invité de France 24. À la suite de cette rencontre sur le groupe consultatif, le chef de l'État s'est rendu à Cannes, toujours en France, où il participera à la 5e édition de la World Policy Conference organisée par l'Institut français des relations internationales. Samedi prochain, à cette occasion, le président de la République prononcera une allocution sur le thème « La gouvernance économique internationale ». Au terme de cette table ronde autour du PND, on peut donc dire que la Côte d'Ivoire est un pays crédible aux perspectives économiques reluisantes. Une nouvelle image bien possible grâce en partie à la Banque mondiale. Le commentaire d'Alexis Ouedraogo. 2012, relations Côte d'Ivoire-Banque mondiale, un partenariat empreint d'une sollicitude particulière de l'institution à l'endroit du pays. La banque va au-delà des financements de projets et appuis budgétaires, plusieurs faits en témoignent. Février 2012, une dizaine d'administrateurs représentant près de 60% du capital de la banque est dans le pays seulement 10 mois après la crise post-électorale.
Le 26 juin, le conseil d'administration de la banque, à la suite du FMI, déclare l'atteinte du point d'achèvement PPTE et par conséquent l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à divers mécanismes de réduction de sa dette extérieure. Le 9 juillet, M. Makhtar Diop, le tout nouveau vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, effectue une visite à Abidjan, un mois seulement après sa prise effective de fonction. À sa suite, Lim Yong King, nouveau président de cette institution, annonce que son tout premier voyage sera consacré à l'Afrique et plus spécifiquement à la Côte d'Ivoire. Cette visite se déroulera effectivement des 4 au 5 septembre. Au cours de cette visite, il rappellera l'importance de la Côte d'Ivoire pour l'institution qu'il dirige. La Côte d'Ivoire, dira-t-il, est un pays fragile qui sort de crise, mais au-delà, occupe une position régionale charnière. L'aider équivaut à donner de l'espoir à une sous-région de plus de 100 millions d'âmes. Autre initiative de taille, la tenue à Abidjan de l'IDA, Association internationale de développement, le fonds de la Banque mondiale pour les pays pauvres. Pour la première fois, cette rencontre se tient hors des États-Unis, à Abidjan. Une rencontre qui a attiré plus de 160 banquiers internationaux, hauts fonctionnaires et contributeurs au fonds. Dans une Côte d'Ivoire dont l'enjeu majeur est aujourd'hui la reconstruction et le développement, cette relation d'amour avec la Banque mondiale a porté des fruits et rassuré quant à la crédibilité du pays. Aujourd'hui, les signes sont palpables avec le retour sur les bords de la lagune ébriée de la mission ivoirienne à Paris. À la faveur de la rencontre du groupe consultatif de Paris, ce sont près de 4 300 milliards de francs CFA qui ont été annoncés par les partenaires pour la période 2013-2015. Retour à Abidjan dans un autre registre, l'hôtel 5 étoiles Radisson Blu Airport étend sa capacité d'accueil. C'est l'enjeu de la cérémonie de signature d'accords de financement additionnel relatif au projet de construction et d'extension de ce complexe hôtelier. Cette signature de prêt a eu lieu jeudi à l'hôtel Ivoire en présence de Patricia Omoetia. La signature de l'accord de financement entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC et Kwara Hotel Investment, promoteur de Radisson Blu Abidjan Airport, a réuni les responsables de l'aéroport international d'Abidjan Aéria, notamment le président du conseil d'administration, le général Aboulaye Coulibaly. Ce financement est un montant additionnel d'environ 8 milliards de francs CFA. Objectif, augmenter la capacité de réception de l'hôtel. Abidjan, vous voyez actuellement partout l'hôtellerie, ça marche, tous les hôtels sont presque pleins. Donc on fait confiance à Abidjan, c'est pour cela qu'on est venu s'implanter à Abidjan. Le délai de livraison c'est en 2014, les travaux démarrent dans les semaines à venir. Coût du projet de construction et d'exploitation de l'hôtel Radisson Blu, présenté par l'architecte, 29 milliards de francs CFA. C'est un projet de 252 chambres. C'est un 5 étoiles qui est conçu selon des normes internationales. Pour le financier Bachir Ifo, président de la BIDC, ce nouvel engagement marque la détermination de la BIDC à soutenir le plan national de développement de la Côte d'Ivoire. Ce projet devrait créer 250 emplois directs et plus de 500 emplois indirects. Je vous le disais en titre, on ne mettra plus longtemps pour connaître la suite du mandat d'arrêt lancé contre Simone Gbagbo et son transfèrement réclamé par la Cour pénale internationale CPI. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Nienema Coulibaly, cet après-midi. Il a reçu en audience une délégation de la CPI conduite par Hamdi Ba, chef de la section de la coopération de l'instance judiciaire. C'était à son cabinet, 6 au plateau. Herman Yamier, Alexis Ouedraogo pour les précisions. Très bientôt, la position officielle de la Côte d'Ivoire concernant le transfèrement de l'ex-première dame Simone Gbagbo sera connue. Quant au procès des pro-Gbagbo relatif à la crise post-électorale, il se tiendra à la fin du premier trimestre 2013. Ces informations sont du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Coulibaly Nienema, à l'occasion d'une audience accordée à une délégation de la Cour pénale internationale, CPI. Cette délégation conduite par Hamdi Ba, chef de la coopération internationale à la CPI, selon le ministre Nienema, est en Côte d'Ivoire pour renouer le contact avec les autorités ivoiriennes après les changements qui se sont opérés dans le gouvernement. Le gouvernement a déjà déclaré prendre acte de la levée des scellés sur le mandat d'arrêt délivré contre Mme Simone Gbagbo. Nous vous avons dit que nous allions réagir. Clair, je vous l'ai déjà dit, ce sont des consultations que nous devons faire. Nous devons pouvoir maîtriser
l'ensemble du dossier et les contours du dossier avant que nous ne nous exprimions sur le sujet. Hier encore, le chef du gouvernement, dont nous dépendons naturellement, a dit par ailleurs que nous sommes en train de travailler là-dessus et nous pouvons vous confirmer la preuve. Nous recevons des membres de la CPI, nous y travaillerons. Dans le cadre des nombreux cadres ici, mais vous connaissez l'état de notre justice à la reprise. Nous n'avions pas de juridiction opérationnelle, les choses commencent à se mettre en place, les enquêtes avancent considérablement et nous pensons que d'ici la fin du premier trimestre 2013, nous aurons de bonnes nouvelles sur ce sujet. Les victimes de la crise post-électorale seront bientôt soulagées. Elles bénéficieront du soutien de la Voix des jeunes d'Abobo, UJA, pour leur prise en charge psychologique et médicale. Plusieurs comités ont été installés récemment dans la commune d'Abobo. Les explications de Mamadou Kwasi. Depuis la fin de la crise post-électorale, des victimes sont encore en attente d'une prise en charge. Des organisations non gouvernementales, ONG, se sentent alors interpellées. Elles se proposent donc de voler au secours de ces personnes rendues vulnérables. C'est le cas de l'ONG La Voix des jeunes d'Abobo, VJA, engagée dans la prise en charge médicale et psychologique des victimes de la crise post-électorale. En tant qu'ONG de jeunesse, nous luttons pour l'insertion de cette jeunesse dans le tissu socio-professionnel. Nous luttons aussi pour le retour de tous nos frères exilés. On demande à toutes les victimes, toujours que Dieu fait, de ne pas se faire vengeance. Parce qu'il y a les structures qui sont là, qui sont habilitées à le faire et que cette justice sera rendue tôt ou tard. Pour être plus efficace, l'ONG VJA se donne un moyen, installer des bases dans tous les quartiers de la commune d'Abobo. Le parrain de la cérémonie d'installation, Ibrahim Ouattara, invite les victimes de la crise post-électorale à l'espoir. Il explique que le président de la République, Alassane Ouattara, est à l'œuvre pour la prise en charge totale des personnes affectées par la crise. Le chef de l'État a mis les prémices de tous les développements, que ce soit l'université, en termes d'éducation, en termes d'adduction d'eau, en termes de voirie. Toutes les prémices sont en place. C'est à nous de l'aider à développer la commune. Après Abobo, l'ONG La Voix des jeunes d'Abobo va visiter les autres communes du district autonome d'Abidjan pour la même cause, améliorer les conditions de vie des victimes de la crise post-électorale. Depuis hier, elle a entamé une visite dans la structure sous sa tutelle. Après l'étape de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, le nouveau ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bambalamine, a visité l'agence ivoirienne de presse. Le témoignage est signé Juliette Roya. Quatrième structure étatique visitée par le nouveau ministre de la Communication ce mercredi 5 décembre, l'agence ivoirienne de presse, l'AIP. Il s'agit pour le ministre Afoussiata Bambalamine de s'imprégner des réalités de l'agence ivoirienne de presse et apprécier le rendement des 100 agents que compte la structure. Le directeur central de l'agence ivoirienne de presse, Oumou Sama Bari, a exposé les problèmes rencontrés quotidiennement par l'AIP. En effet, Madame la ministre, comment peut-on demander à une agence de presse, dans son décret de création, d'exercer sans discontinuité et en même temps la soumettre au statut de la fonction publique 18h à 16h30 et ne pas rémunérer des heures supplémentaires? Le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a exprimé son dévouement à relever la presse ivoirienne et améliorer les conditions de travail des journalistes. Et chaque jour sera un défi nouveau pour nous et pour vous. Et je vous encourage aussi à persévérer afin qu'ensemble, nous ajoutions pièce par pièce les éléments qui manquent à l'édifice. Je voudrais ici appeler à une presse responsable, mais dynamique. Plusieurs directions et services de l'agence ivoirienne de presse ont été visités par la ministre de la Communication. Et à l'issue de cette visite, la ministre Afoussiata Bambalamine a signé le livre d'or de l'agence ivoirienne de presse. Créée en 1961, l'agence ivoirienne de presse a pour mission de collecter sur le plan local, régional et international des informations en vue de les diffuser contre paiement aux médias et à tout usager. En bref, dans le prolongement de cette tournée, demain, la ministre de la Communication se rendra au Conseil supérieur de la publicité, à la direction de la formation et du perfectionnement, à la direction des études de la communication promotionnelle, à l'Institut des sciences et techniques de la communication et à Fraternité Matin.
Premier congrès ordinaire de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI. Ce sera les 7 et 8 décembre à Grand-Bassam autour du thème « Liberté et responsabilité du journaliste en période de réconciliation ». À 2 jours de l'ouverture des travaux, quels sont les enjeux de la rencontre? Des réponses avec Francis Boifo et Gabriel Zani. Qui va succéder à Brouaka Pascal, l'actuel président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI. Le congrès de l'OJPCI prévu les 7 et 8 décembre prochains à Grand-Bassam nous situera. Au menu de cette rencontre entre journalistes, organisations de journalistes, responsables d'édition et de publication, des travailleurs du secteur de la presse, des travaux en atelier et des conférences. Thème retenu, liberté et responsabilité du journaliste professionnel en période de réconciliation. Nous allons à Bassam pour dépoussiérer nos tests et les mettre au goût du jour, pour réfléchir sur notre profession. Comment faire pour amener les gens à respecter l'éthique et la déontologie de notre métier. Car ce que nous voyons sur le terrain n'honore pas du tout notre profession. Je voudrais donc demander à tous les journalistes, membres de l'OJPCI, même ceux qui ne le sont pas, de se rendre à Bassam, parce qu'il s'agit d'aller réfléchir sur leurs conditions de travail. L'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, l'OJPCI, a été créée en 2009. Elle œuvre à la professionnalisation du métier de journaliste, à la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres. On reste dans l'actualité des médias. Demain se tiendra à Abidjan la soirée des Ébonies, la nuit de la communication, au cœur de laquelle est célébré le journalisme d'excellence. L'initiative de l'UNJCI, Union nationale des journalistes professionnels, les préparatifs de ce gala avec Doigt des Lasers. 14e édition soirée Ebony 2012. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, va célébrer le super journaliste de l'année 2012. Parmi plus de 1000 journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, un seul va être l'heureux gagnant selon les critères de choix du jury. Entre autres, être journaliste professionnel, avoir une carte de journaliste professionnel, produire au moins 3 sujets d'enquête, 3 sujets de reportage et 3 interviews faites au cours de l'année 2012. Pour le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Traoré Moussa, toutes les mesures sont prises pour faire valoir le talent du journaliste ivoirien. Nous sommes fin prêts. Tous les organisateurs sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Les invités venant d'Europe sont là. Donc je peux dire à l'ensemble de nos confrères que ce que nous avons prévu va se dérouler. Cette année, les Ébonies ne vont pas se dérouler sous la formule d'un dîner gala, mais ça va être sur le modèle des awards, des Oscars ou des Césars. Cela implique beaucoup d'innovation et nous avons confié cela à des professionnels. Le message que nous lançons à nos confrères est qu'il faudrait qu'ils se mobilisent massivement pour cette 14e nuit de la communication. Cette année, ce ne sera pas 250 journalistes dans la salle, mais 1000 journalistes avec leurs conjoints. C'est pour cela que les cartes d'invitation n'ont pas été vendues. Les cartes d'invitation sont à retirer à la maison de la presse sur simple présentation de la carte des membres UNJCI. Le super lot de cette année est une villa d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Autre sujet, plus de 6 millions de personnes seront vaccinées gratuitement contre la fièvre jaune dans 33 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire, et ce, dans le cadre de la 2e phase de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune, lancée par le gouvernement ivoirien depuis 2011. La cérémonie officielle de lancement se fera demain à Daoukro et la campagne se poursuivra jusqu'au 13 décembre. On découvre le poids de cette campagne avec Fatou Fofana. 6 500 000 personnes bénéficieront gratuitement du vaccin contre la fièvre jaune du 7 au 13 décembre prochain. 33 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire sont concernés. Il s'agit de la 2e phase de la campagne préventive de vaccination contre la fièvre jaune lancée par le gouvernement ivoirien en 2011 avec l'appui de ses partenaires au développement. Je voudrais appeler les populations des districts concernés par cette campagne de se rendre massivement au lieu de vaccination. Je voudrais m'adresser surtout aux hommes, parce que quand on dit campagne de vaccination, les femmes et les enfants se pressent au point de vaccination. Les hommes sont entièrement concernés par cette campagne, qui est entièrement
gratuite. La communauté internationale a décidé de lutter contre la fièvre jaune en privilégiant la prévention. La Côte d'Ivoire bénéficie donc du soutien d'organismes internationaux comme l'OMS et l'UNICEF. Lors de la première phase de la campagne préventive de vaccination contre la fièvre jaune en 2011, plus de 8 millions de personnes ont été vaccinées. Pour cette deuxième phase, sont concernées toutes personnes de plus de 9 mois, à l'exception des femmes enceintes. Aucun traitement spécifique n'étant disponible contre la fièvre jaune, le vaccin préventif est le seul moyen pour être immunisé. Une seule injection protège pendant 10 ans. On ouvre maintenant le chapitre politique. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR, Amadou Soumaoro, a invité à Dabakala les militants de son parti à se donner les moyens de faire partager la politique du vivre ensemble en fédérant toutes les énergies autour de la vision du parti. C'était à l'occasion d'une rencontre avec les militants qui ont rendu un hommage au chef de l'État. Le point avec Brahima Doumbia depuis RTI Bouaké. À Dabakala, dans la région du Hambol, les choses semblent bouger dans le sens du développement. En témoigne la joie qui anime le peuple d'Imini Djamala. Les chefs traditionnels et les cadres de cette région, mobilisés comme un seul homme, ont rendu un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. En un an, presque tous les axes principaux sont en train d'être bitumés. Je dis bitumés, mais sont en train d'être reprofilés dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Pour nous, c'est une satisfaction totale. Aujourd'hui, la grande partie des problèmes d'infrastructure de notre département sont en voie d'être solutionnés. Et il était bon, en plus de la nomination des fils de Dabakala à des hautes fonctions donc, de l'administration civile et militaire, il était bon, dis-je, qu'à un moment donné, nous nous arrêtons avec l'ensemble donc des couches sociales du département pour dire merci à son Excellence le Président de la République. Comme les deux précédents, Koulibaly Lamine a réaffirmé la reconnaissance et la joie des populations. Il a rendu un hommage appuyé au Président de la République, rappelant toutes ces actions de développement qu'il a posées dans leur région. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, par ailleurs conseiller spécial du Président de la République, parrain de la cérémonie, était porteur d'un message d'espoir pour les populations de Dabakala. Le président m'a chargé de demander aux fils et aux cadres de Dabakala de rester unis, de rester rassemblés et de rester solidaires. Parce que unis, vous resterez forts, vous demeurerez forts. Il m'a demandé d'insister auprès des chefs de veiller sur l'unité de la région. Après Dabakala, Amadou Soumaoro a mis le cap sur la ville de Katioula où il a rencontré la chefferie traditionnelle et les militants de base. En restant politique de Bouaké, on se rend à Koumassi, dans le sud d'Abidjan. Le responsable RHDP de la commune, le maire Ndoyi Raymond, a investi 18 sections de l'Alliance. Objectif, œuvrer au renforcement de l'Alliance dans la promotion de la paix, nous dit Victorine Yaoyobwe. Le RHDP se porte bien dans la commune de Koumassi. Pour le démontrer, le responsable communal du RHDP, par ailleurs maire de Koumassi, et ses populations ont organisé récemment un rassemblement. Rassemblement au cours duquel Ndoyi Raymond a investi 18 sections du RHDP. Leur mission, œuvrer au renforcement de l'alliance RHDP et surtout prôner la paix et la réconciliation tant recherchée par les Ivoiriens. Nous avons parlé de cohésion au sein de la famille du RHDP. Nous avons parlé de paix parce qu'il faut que, avec l'effort qui est fait au plus haut niveau, nous à la base nous soutenions cet effort pour que cela se concrétise dans l'esprit, dans le comportement des uns des autres. Les défenseurs du RHDP sont prêts à soutenir toutes les actions de l'Alliance, ceci dans l'intérêt de leur parti d'origine, le PDCI-RDA. Les élections régionales et municipales pointent à l'horizon. Et donc, il est de nos devoirs, comme le président Bédié l'a dit, de ratisser l'âge et de recruter de nouveaux militants. Vous savez, ces jeunes gens n'ont pas connu le président Fouette, ni certainement le président Bédié. Il nous appartient d'aller recruter. Le forum du PDCI-RDA entend parcourir tous les quartiers de Koumassi et les autres communes d'Abidjan si nécessaire pour appeler au calme parce que les élections municipales, c'est dans 3 mois. Dans le reste de l'actualité africaine, la campagne électorale est terminée au Ghana. Demain, les élections générales, législatives et présidentielles se tiendront dans le pays.
Dans un système fondamentalement bipartite, la compétition va se jouer essentiellement entre deux des partis en course, le NDC, le National Democratic Congress, au pouvoir, et le NPP, New Patriotic Party, leader de l'opposition. Les enjeux du scrutin dans ce reportage. Le rappel à l'ordre est venu des autorités traditionnelles. Convoqués par le roi des Ashanti, les 8 candidats à l'élection présidentielle ghanéenne. Après plusieurs incidents et des noms d'oiseaux échangés sur les ondes, les voilà sommés de promettre qu'ils ne toléraient plus aucun débordement chez leurs partisans. Déclaration solennelle sous le regard de 2 anciens chefs d'État, Jerry Rawlings et John Kufuor. Je voudrais devant vous tous, hommes et femmes de mon pays, m'engager à ce que les élections se déroulent sans violence. C'est dans notre intérêt que les élections se déroulent dans le calme et que le résultat soit crédible. Si le ton de la campagne s'est durci, c'est que le scrutin s'annonce serré entre les 2 principaux candidats. L'actuel président John Mahama et Nana Akufo-Addo du NPP, le grand parti d'opposition. Au Ghana, tout le monde a en tête la précédente élection qui s'est jouée à 40 000 voix près. Alors, pas question de laisser filer le moindre bulletin. Stephen Asamoah Boateng est candidat du NPP aux législatives. 1 an et demi qu'il quadrille sa circonscription pour lui et pour son candidat Nana Akufo-Addo. Avec un slogan phare, l'école gratuite pour tous. Si on veut l'égalité entre un homme pauvre et un homme riche, alors on a besoin de l'éducation. Le pétrole ghanéen qu'on a découvert doit servir à financer l'éducation de nos enfants. C'est le premier point. Le deuxième, c'est l'emploi et le travail. John Mahama, le vice-président, devenu président par intérim après la mort de Jonathan Mills en juillet dernier. Un candidat par la force des choses donc. Mais l'homme n'a rien d'un novice. Il a été ministre de la communication sous Jerry Rawlings. Et aux promesses de son adversaire, lui et son parti répondent infrastructure et croissance économique. Ça fait 4 ans que nous sommes au pouvoir. Nous avons fait beaucoup en termes d'infrastructure et de développement pour le pays. Nous avons besoin de 4 ans supplémentaires pour finir le travail que nous avons commencé. Les élections générales ont lieu ce vendredi, mais déjà les 2 grands partis ont en vue le 2e tour de la présidentielle, le 28 décembre prochain. Wyclef, artiste haïtien de renommée mondiale, est arrivé hier à Abidjan à l'invitation d'une compagnie de téléphonie mobile. Avant le concert qu'il donnera demain au Palais de la Culture de Treichville, l'artiste a animé une conférence de presse ce matin à l'Hôtel Ivoire. Conférence de presse au cœur de laquelle Wyclef a dit sa joie d'être en Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs exhorté les jeunes à se battre pour réaliser leurs rêves et promis de faire vivre au nombreux public qui effectuera le déplacement d'un moment inédit. En sport, parlons de la suite et la fin de la première journée de la 8e édition de la Coupe d'Afrique militaire de football CAMFoot. 19 buts ont été inscrits en 3 rencontres. Le Cameroun a étrillé l'Angola, 9 buts à 0. Le Burkina Faso et le Kenya se sont neutralisés, 3 buts partout. Et Zambie-Égypte, 3 buts à 1. Le point avec Daniel Kwebi-Kwalo. Les 3 dernières rencontres de la première journée de la CAMFoot ont été riches en buts. 19 buts ont été enregistrés. La rencontre Zambie-Égypte a été remportée par les militaires zambiens devant leurs frères d'armes égyptiens, 3 buts à 1. Menant déjà au score 2 buts à 1, la Zambie profite de l'hésitation de la défense égyptienne pour inscrire le 3e et dernier but juste avant la fin de la partie. De leur côté, le Burkina et le Kenya se sont séparés sur un score nul, 3 buts partout, 1 à 1 en première mi-temps. Les Kenyans vont même mener au score 3 buts à 2 durant la seconde mi-temps, avant de se laisser rattraper en toute fin de partie par les militaires burkinabés. 3 buts partout. On a été solidaires, on est revenu à 3-2 et par la fin on a toujours cru jusqu'au bout. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ce n'est pas fini. Et grâce à Dieu, voilà, avec la solidarité, on a égalisé et c'est bien pour le moral. Mais avant ces 2 rencontres, le Cameroun a été sans pitié pour l'Angola. 9 à 0, le plus gros score en ce début de la Coupe d'Afrique militaire de football. Ce communiqué, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2012, aux environs de 2 h du matin, une détonation s'est produite dans le quartier Bénierier Extension à Bonois. Alertée par ce bruit, une équipe de forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, constituée de 5 hommes, s'est portée sur les lieux et y a été rejointe par des gendarmes et des policiers.
Cette équipe a constaté qu'il s'agissait de l'explosion de munitions qui avait fait 2 morts et occasionné la destruction de la chambre qui servait d'abri. Informé, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a dépêché certains de ses collaborateurs sur place, puis s'y est rendu en personne. Au petit matin, les autorités administratives de la ville de Bonois ont effectué le déplacement sur le lieu de l'accident pour un constat des faits. La police et la gendarmerie procèdent en ce moment même aux enquêtes d'usage. C'est le lieu de rassurer les populations, notamment celles de Bonois qui auraient entendu ces détonations. Et puis sachez aussi qu'il est rappelé aux candidats au concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie session 2012-2014 que la fin des visites médicales est fixée au lundi 10 décembre 2012 à 18 h, délai de rigueur. Passé ce délai, les candidats qui ne seront pas présentés dans les centres médicaux recommandés pour y subir les examens prescrits seront purement et simplement ajournés. On revient sur cette information. On connaîtra bientôt la suite du mandat d'arrêt lancé contre Simone Gbagbo et son transfèrement réclamé par la Cour pénale internationale CPI. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Nyenema Coulibaly, cet après-midi. Il a reçu en audience une délégation de la CPI conduite par Hamdi Ba, chef de la section de la coopération de l'instance judiciaire. C'était à son cabinet Ciseaux Plateau. Autre information capitale à rappeler, au terme de la réunion du groupe consultatif tenu à Paris, les bailleurs de fonds se sont engagés à financer à hauteur de 7 milliards d'euros, soit plus de 4 000 milliards de francs CFA, le plan national de développement 2012-2015 de la Côte d'Ivoire. À la suite de cette rencontre, le chef de l'État s'est rendu à Cannes, toujours en France, où il prendra part à la 5e édition de la World Policy Conference organisée par l'Institut français des relations internationales. Samedi prochain, à cette occasion, le président de la République prononcera une allocution sur le thème « La gouvernance économique internationale ». C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur la chaîne qui rassemble. Demain 20 h, vous avez rendez-vous avec David Gouedan Mobio. À bientôt. Bonsoir.